on va faire peut-être un petit peu plus de néphrologie. Je vais parler en fait du syndrome pneumorénal, et en me concentrant sur le syndrome de goût de pasture, et je ne traiterai pas le diagnostic différentiel qui peut être évidemment un problème. Donc on va parler de quelque chose qui est très très rare, et qui amène les patients en réanimation en raison d'une insuffisance respiratoire et rénale aiguë, en raison d'une hémoptysie et d'une hématurie macroscopique, avec, vous voyez sur ce scanner, un aspect typique en verre dépoli lié à l'hémorragie intra-alvéolaire, et sur cette biopsie rénale, la présence de croissant qu'on va un tout petit peu définir. Les deux causes de ce syndrome très très rare sont la vascularité en cas, et encore plus rare, la maladie de goût de pasture. Mais ce syndrome pneumorénal, qui a été décrit par goût de pasture, s'appelle le syndrome de goût de pasture. Donc il y a syndrome pneumorénal et maladie liée à des anticorps antimembrane basale glomérulaire. Dans les deux cas, que ce soit la vascularité en cas ou dans la maladie de goût de pasture liée à des anticorps antimembrane basale glomérulaire, la physiopathologie ou l'atteinte vasculaire est la même. Il s'agit de vascularite des petits vaisseaux, c'est-à-dire que des globules blancs viennent détruire, faire des trous dans les petits vaisseaux et faire saigner l'organe qui est irrigué par ces petits vaisseaux, dans le rein, dans le poumon, et puis éventuellement pour les vascularités en cas dans d'autres organes. Donc on parle d'une vascularite inflammatoire avec des trous dans les petits vaisseaux. Le génie de goût de pasture, donc à qui on doit la paternité de la description de ce syndrome, c'est d'avoir identifié des patients avec cette vascularite, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, au moment de la grippe espagnole, dont on estime aujourd'hui qu'elle a fait environ 100 millions de morts. Goût de pasture était un anapathe qui faisait des autopsies, et parmi les nombreuses autopsies qu'il faisait à cette époque, il a identifié deux cas de patients qui avaient un phénotype qui n'était pas du tout celui de la grippe, mais qui sont morts pendant cette épidémie, avec des nécroses dans les petits vaisseaux, des nécroses des petits vaisseaux, et évidemment des patients qui étaient morts d'une défaillance d'un ou deux organes, et en l'occurrence du poumon et du rein. Ces cas ont été décrits en 1919, mais deux médecins australiens en 1958, rendant hommage à goût de pasture, proposent cet éponyme. Donc on va dire un bref mot des examens pertinents, des deux étiologies donc, et de leurs mécanismes respectifs. Je ne parlerai pas des traitements puisque Alexandre Carras va le faire. Et je dirai un mot du pronostic qui, même en 2017, en tout cas pour le rein, est extrêmement réservé. Donc les examens, ça vous savez mieux que moi, puisque moi je n'en fais plus. C'est pour le poumon le lavage broncho-alvéolaire, qui typiquement ramène un liquide de plus en plus hémorragique au fur et à mesure que l'examen se réalise, avec un examen en coloration de Pearls, qui part du principe que le fer précipite avec le ferrocyanure de potassium, et dans ce cas-là, donne un couleur bleue de Prusse. Donc si vous avez des fragments d'hémoglobine, enfin l'hème avec du fer, et que vous appliquez ce traitement par ferrocyanure de potassium en milieu acide, vous verrez des macrophages qui sont bourrés de fer, ce qu'on appelle des sidérophages, voire des macrophages qui ont avalé, entre guillemets, des érythrocytes. Et les cytologistes établissent un score de Gold en comptant 100 macrophages, en donnant un chiffre de 0 à 4 pour chaque macrophage. Ils aboutissent à un score qui va de 0 à 400, et au-dessus de 100, c'est très évocateur d'une hémorragie intra-alvéolaire. Pour le rein, on va juste un tout petit peu arriver au glomérule par étapes. En fait, si vous avez déjà acheté des rognons, vous savez qu'il y a un cortex qui est assez reconnaissable. C'est dans le cortex qu'il y a toutes ces boules capillaires, tous ces capillaires glomérulaires, que vous voyez ici bien au microscope électronique, où on a soustrait la capsule urinaire. Cette boule capillaire, en fait, est dans une poche urinaire qu'on appelle la capsule de Bowman. Mais en réalité, l'endothélium est recouvert par un épithélium qu'on appelle, comme vous savez, les podocytes. Et si on regarde à très haute résolution, on voit les pieds des podocytes, la membrane basale glomérulaire, la cellule endothéliale, le cytoplasme, qui est quasiment virtuel, et puis ici, vous apercevez le dôme d'une hématie. Donc si vous êtes une molécule d'eau ou une petite molécule, sodium, urée, ce que vous voulez, et que vous voulez passer dans l'urine, comme vous savez, il faut passer entre les pores de l'endothélium, qui ici est fenestré, entre les mailles de la membrane basale glomérulaire et entre les pieds des podocytes. Et normalement, l'albumine est la plus petite molécule à ne quasiment pas passer. Donc, dans les situations où il y a une destruction du capillaire glomérulaire, on va avoir l'albumine et toutes les protéines de plus haut poids. Et maintenant, en routine, on peut quasiment avoir plusieurs molécules de différents poids.
Et vous comprenez bien aussi que si, en voyant cette image, vous réalisez qu'une hématie arrive à passer, il faut des gros dégâts, et ici, en l'occurrence, une nécrose. Donc, quels examens on fait? Comme vous savez, on fait une bandelette urinaire qui est très sensible, mais peu spécifique, et on confirme par un ECBU la présence en quantité anormale d'hématies. Alors, la norme, c'est 10 000, mais dans ces contextes, l'hématurie doit être abondante, au-dessus de 100 000, et souvent se voit, la sensibilité de l'œil, c'est 250 000. Et si vous avez accès à ces profils protéiques urinaires, vous devez, puisqu'il y a des grosses lésions, non seulement voir l'albumine dans l'urine, mais également de la transférine encore plus grosse, voire de l'IgG encore plus grosse à 150 kDa. En fait, pour comprendre pourquoi ces croissants nous passionnent en néphrologie, vous avez ici un glomérule normal avec, vous voyez, le flocculus, le capillaire glomérulaire qui est au centre, et tout ça est contenu dans une poche urinaire qui est bordée par un épithélium, qu'on dit de paroi, épithélium pariétal, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la vie normale, ne voit passer que de l'eau, des petites molécules, jamais rien de très excitant, et cet épithélium est extrêmement quiescent. Si en revanche vous avez une nécrose du capillaire glomérulaire, vont passer des grosses protéines, des facteurs de croissance, des globules rouges, voire des macrophages qui vont réveiller, entre guillemets, cet épithélium qui va proliférer aux dépens du flocculus et donner un tableau d'insuffisance rénale aiguë rapidement progressive. Donc les deux étiologies de ce syndrome pneumorénal, trou dans la membrane basale alvéolaire et trou dans la membrane basale glomérulaire, sont la vascularité en K et le goût de pasture. Alors la vascularité en K, autrefois, parce qu'elle a été décrite par Wegener, pouvait s'appeler ce syndrome ou maladie de Wegener. Wegener est le pathologiste allemand qui l'a décrit en 1934. Comme vous savez probablement, on ne doit plus appeler la vascularité en K la maladie de Wegener parce qu'en fait, Wegener s'était inscrit dans l'Allemagne nazie et en pratique dans les SA un an avant l'arrivée d'Hitler, donc son adhésion au parti nazi fait aucun doute. Et du coup, en 2008, les sociétés savantes ont proposé de supprimer cet éponyme. Et aujourd'hui, on doit parler de polyangéite granulomateuse, de micropolyangéite microscopique ou de granulomatose éosinophilique avec polyangéite, qui est l'ancien Sjögren-Strauss, les éponymes disparaissants. La différence avec le syndrome de goût de pasture, enfin avec la maladie de goût de pasture dont on va parler tout à l'heure, c'est que ces vascularites en K peuvent toucher théoriquement tous les organes et pas seulement l'alvéole et le glomérule. Et donc ces patients-là ont volontiers un purpura, un œil rouge, une sinusite, une polynévrite, etc. Et le marqueur de la maladie, comme vous savez, c'est la présence de auto-anticorps de type IgG dans le cytoplasme des polynucléaires, soit périnucléaire, soit cytoplasmique, et c'est ça qui permet en général de faire le diagnostic. Et dans le tissu, vous pouvez avoir un granulome s'il s'agit d'une vascularite granulomateuse. La deuxième cause, c'est donc cette maladie encore plus exceptionnelle, 1 cas par million d'habitants et par an, le goût de pasture, qui donne exclusivement une nécrose du capillaire glomérulaire et du capillaire alvéolaire. Et là, ce qui est ciblé dans cette maladie, c'est la chaîne alpha-3 du collagène de type 4, qui est un constituant et de la membrane glomérulaire et de la membrane alvéolaire. Sans rentrer trop dans les détails, puisque là, on est quand même loin de la réanimation, le collagène de type 4 est un trimère de chaîne alpha, alpha-3, alpha-4, alpha-5, qui s'enroule. Et au bout, vous avez une tête qu'on dit non collagénique, qui va s'assembler avec une autre tête de collagène 4 non collagénique pour former un réseau en maille. Et ceci explique que, puisque les têtes sont l'une contre l'autre, certains antigènes sont cryptiques et n'ont jamais été vus par votre système immunitaire. Et la maladie de goût de pasture est une maladie qu'on appelle une conforméropathie, parce qu'à cause d'une agression d'une de ces deux membranes, les antigènes cryptiques sont exposés. Typiquement, un sujet jeune va inhaler des fumées d'incendie ou, je ne sais pas, du décapant, ou vous pouvez avoir une lésion rénale liée à une vascularite rénale, par exemple, là en cas. Ça expose ces antigènes cryptiques, votre système immunitaire le voit, et vous développez des auto-anticorps contre ce domaine alpha-3 du collagène de type 4, ce qui va instantanément susciter une inflammation locale, une nécrose, et l'hémoptysie et l'hématurie macroscopique. Si vous biopsiez ce patient, vous verrez des dépôts caractéristiques car linéaires d'IgG le long de la membrane basale glomérulaire, car la maladie est due à un auto-anticorps anti-membrane basale glomérulaire, et donc vous avez cet aspect qui est exceptionnel, où la membrane est dessinée au crayon. Il s'agit d'IgG1 et d'IgG3 en général, donc d'IgG qui activent puissamment le complément.
compteur au moins. Voilà, merci. Pas longtemps, hein, j'ai bientôt fini. Donc en fait, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a 2 pics de goût de pasture. Le sujet de 20 ans, probablement, c'est inhalation toxique, exposition de la membrane basale alvéolaire. Et puis les sujets plus âgés, plutôt 70 ans, ils sont volontiers double positifs, ANCA positif, anti-MBG positif, avec des ANCA qui sont apparus avant. Et donc ce qu'on imagine ou construit comme histoire, c'est qu'à cause d'une vascularité ANCA, vous lésez la membrane basale alvéolaire ou glomérulaire et vous pouvez également sortir un auto-anticorps. Et donc on imagine que la poule, dans ces cas-là, est plutôt la vascularité ANCA. Un tout petit mot du pronostic. Alors c'est difficile de décrire le pronostic d'une maladie aussi rare que le goût de pasture. Donc on va aller dans un pays où il y a beaucoup de monde, la Chine. À Pékin est sortie une étude rapportant le pronostic de 220 malades atteints de syndrome de goût de pasture dans l'ère moderne, les 10 dernières années. Et alors, en Chine, soit vous avez une assurance maladie et vous avez un traitement, on va dire, conventionnel du goût de pasture, soit vous n'avez pas d'assurance maladie et vous avez juste des corticoïdes. Donc, grâce à cette étude, c'est horrible, mais on voit le pronostic vital catastrophique des patients qui ne sont pas traités par cyclophosphamide et échange plasmatique, 30% de survie à très peu de mois. Et en revanche, vous voyez que l'avantage de ces traitements très lourds, échange plasmatique et cyclophosphamide sur la survie rénale, est relativement modeste, avec seulement 20% des patients qui sont sans insuffisance rénale terminale à 5 ans. En fait, ce qui semble déterminant pour la survie des patients, c'est, comme on l'a vu, cette double positivité qui est plus grave anti-MBG, et puis l'accès aux immunosuppresseurs. Et pour ce qui est de la survie rénale, ce qui ressort, c'est que les échanges plasmatiques apportent un vrai bénéfice. On se sait depuis longtemps, mais ce qui est redémontré à grande échelle. Pour ce qui est de l'intérêt, ou plutôt du pronostic, puisque je pense qu'Alexandre va en parler, des échanges plasmatiques dans les vascularites en cas grave, ici dans un essai avec exclusivement une atteinte rénale et pas d'hémorragie intra-alvéolaire, les résultats à court terme ont été publiés positifs. Meilleure survie rénale grâce aux échanges plasmatiques dans les vascularites en cas, mais quand les résultats sont republiés à long terme, vous voyez pas de différence entre échanges plasmatiques et pas d'échanges plasmatiques, avec une survie rénale qui est quand même, somme toute, très pauvre. Une série française, publiée l'année dernière, a rapporté le pronostic en France de ces syndromes, on va dire de ces vascularites graves, arrivant en réanimation, avec quand même 30% de syndromes pneumorénaux, mais pour un tiers uniquement défaillance respiratoire, pour un tiers défaillance rénale. Vous voyez que la mortalité du goût de pasture est nulle quand on applique les traitements qu'on connaît. La mortalité des ANCA, là, est quand même plus grande, 25%, essentiellement de sepsis. Et ce qui ressort, et ce qui est très intéressant, pour des patients qui ont quand même une maladie rare, et donc on peut imaginer que le diagnostic n'est pas forcément fait à H0 ou H24, c'est que chaque jour de retard d'administration de l'endoxan augmente significativement la mortalité dans leur analyse. Donc pour terminer, dans les temps, le syndrome de goût de pasture, donc vascularite en cas grave et maladie de goût de pasture, sont des maladies rares mais graves qui nécessitent un traitement spécifique et urgent et dont le pronostic rénal reste en 2017 assez catastrophique.